L'Union fait la promotion du coton certifié biologique et fair trade depuis 2004 et toute la chaîne de valeur est gérée par l'Union. Et de la production, pour dire que de la mise en place de la semence jusqu'à la commercialisation de la fibre, c'est l'Union qui gère toute la chaîne de valeur. Et nous sommes pour ce type de coton sur 8 zones de production avec environ 9000 producteurs, dont la majorité, c'est des femmes. 52% de nos producteurs sont des femmes. Et comme certificat, on est certifié biologique, c'était avec Ecoset, biologique, GOTS, et Fairtrade, c'est bien sûr avec Max Havelaar France. Pour le coton, on a essentiellement deux variétés, la FK67 et la FK37. Et en plus du coton, nous faisons la rotation au niveau de la production parce qu'on encourage nos producteurs à essayer de faire la rotation coton légumineuse. Donc, du coup, on fait la promotion du sésame bio et du soja. Et les amandes, les pieds d'amandes de qualité sur nos parcelles aussi sont valorisés en bio. Et on a des partenaires qui nous prennent en bio. Donc, ça, c'est une photo de nos balles prêts pour l'exportation. C'est pour dire qu'au niveau du programme, 95% de la production est exportée à l'état brut sur essentiellement le marché européen et aux États-Unis et au niveau de l'Asie. Donc, la carte nous donne les zones de production du coton au niveau du pays. Du coton certifié bio et fair trade, bien sûr. Le rendement, la productivité au champ, c'est un de nos principaux défis parce que le rendement, tant au niveau du conventionnel qu'au niveau du bio, le rendement est très bas. Il faut vraiment travailler à augmenter le rendement au niveau du champ. Et au niveau de la production avait rechuté les campagnes antérieures, mais pour ces deux campagnes, c'est en train de remonter, c'est de travailler à augmenter davantage la production, et surtout du coton biologique et fair trade, parce que maintenant, on a une usine qui a été mise en place et il faut qu'on travaille à rentabiliser l'usine. Il y a aussi la question des sols, qui est vraiment une problématique de nos jours. Donc, de plus en plus, nos sols sont pauvres et nous travaillons sur le thème pour qu'on essaie de vraiment améliorer la qualité de nos sols, surtout dans le cadre de la production du coton au niveau du Burkina. Et la question de la traçabilité aussi, nous travaillons là-dessus parce que de plus en plus, les partenaires sont exigeants. Il faut travailler à ce que tout ce que nous produisons, nous puissions les tracer et avoir des données numériques sur nos producteurs et la collecte des données sur la base la collecte numérisée des données, c'est aussi un défi que nous travaillons à relever. Et ce programme coton biologique, sans l'appui vraiment des partenaires, c'est pas évident que nous soyons rentables. Et nous travaillons à ce qu'on puisse augmenter davantage la production afin de rendre le programme plus viable. Voilà, c'est essentiellement nos défis. Je vous remercie. On parle de filière textile aujourd'hui, plutôt centrée coton. Alors certes, le coton n'est pas toute la filière textile, et tout le coton n'est pas textile non plus, d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Le schéma est très général et il y a beaucoup d'éléments de détail qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Il faut juste retenir les grandes parties de cette filière. La première partie, c'est tout ce qui est production au champ, qui nous amène à récolter un produit qu'on appelle le coton-graine. Ce sont des graines qui portent naturellement des fibres. La suite du processus dans la filière, c'est ce qu'on appelle la transformation primaire, qu'on appelle aussi égrenage, qui va permettre de séparer la graine d'un côté, la fibre de l'autre, alors la fibre conditionnée en balle en général pour l'export, et puis des déchets qui peuvent être valorisés. Sur le troisième grand ensemble, il y a ce qu'on peut appeler de façon très générique les transformations secondaires. Sur la partie gauche, ce qui concerne la graine. Alors la graine de coton, c'est une graine alimentaire qui produit à la fois de l'huile pour l'alimentation humaine et du tourteau, donc riche en protéines pour l'alimentation du bétail. Sur la partie huile, il y a des valorisations qui peuvent être également cosmétiques. De l'autre côté du pointillé, donc c'est tout ce qui est transformation liée plutôt à la fibre et aux déchets. Donc sur la partie fibre, donc là il y a une transformation textile. Alors soit textile en pur, c'est-à-dire faire des produits qui sont 100% coton, soit vous l'avez à côté du pointillé à gauche, là, des mélanges avec d'autres fibres. La plupart des vêtements qui sont portés aujourd'hui sont des produits mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles. La transformation donc de la fibre passe par plusieurs étapes, la filature,
qui nous permet d'obtenir, alors selon le processus, soit un tissu, soit un tricot, selon que ce soit donc tissé ou tricoté, mais tout ça s'appelle finalement une étoffe qui est utilisée en général dans tout ce qui est habillement, ameublement, etc., etc. Il y a une partie également qui peut être transformée en ce qu'on appelle des produits non tissés, c'est ce que vous avez sur la droite, hein, donc qui sont des produits utilisés, je ne sais pas, dans les protections de véhicules, dans les couches, voilà, un certain nombre d'éléments de ce type-là, donc qui ne passent pas par l'étape filature. Et puis vous avez en haut, donc juste, je le souligne rapidement, la partie déchets qui peut être valorisée sous forme d'énergie, mais certains déchets sont également des fibres très courtes qui peuvent être utilisées comme des produits textiles ou non textiles, donc soit des isolants non textiles, soit par exemple des serpillères en produits textiles. Sans oublier l'étape de recyclage, donc qui est une étape importante qu'on va évidemment évoquer aujourd'hui, qui fait que donc une partie de ces produits repart dans le système. Donc voilà, quand on parle de filière coton-textile, voilà à peu près à quoi il faut s'attendre, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'étapes, beaucoup de produits, et vous vous en doutez, beaucoup également d'intervenants dans cette filière. Alors de nombreux acteurs, la liste n'est évidemment pas exhaustive. Les premiers d'entre eux, Djeneba en a parlé tout à l'heure, ce sont évidemment les producteurs et les productrices, qui sont notamment en Afrique associés à des sociétés cotonnières, hein, qui apportent un appui, un encadrement, du crédit, qui s'assure de la collecte du coton graine, qui assure l'égrenage, le classement des balles de coton et leur commercialisation sur le marché international. On n'oublie pas évidemment les centres de recherche. Bon, le CIRAD en fait partie, je ne vais pas m'oublier, donc qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, qu'ils soient sur place dans les pays producteurs, mais également dans les systèmes internationaux de soutien à la recherche. Des fournisseurs d'intrants, que ce soit des engrais, des insecticides, des herbicides, etc., qui rentrent dans le système, toutes les sociétés de négoce qui sont là pour mettre en marché le produit et en général donc la fibre qui nous intéresse aujourd'hui, tous les transitaires, les transformateurs, on en a évoqué quelques-uns, donc les triturateurs pour la graine, la filature, le tissage, la teinture, la confection, etc., etc. On arrive à l'étape de mise en commerce, hein, donc à travers les grossistes et les détaillants. En bout de chaîne, nous, les consommateurs et consommatrices, hein, qui avons aussi un rôle important à jouer dans la filière, à travers nos modes de consommation, à travers les modes, à travers tous ces éléments-là. Et puis la partie recyclage, j'ai dit recycleur, je ne sais pas si le mot s'utilise, mais enfin voilà, je l'ai pris peut-être à mauvais escient. Voilà. Et point de suspension, encore une fois, j'ai sans doute oublié beaucoup d'acteurs importants dans le système, mais c'est pour donner une vision assez condensée de ce qu'est la filière coton. Alors, quelques éléments à prendre en compte. Il faut bien savoir que quand on travaille la matière coton, fibre de coton, on travaille toujours en mélange d'origine, c'est-à-dire qu'on ne travaille jamais sur une origine en pure. Tout ça pour avoir une homogénéité dans le temps des produits textiles qui sont travaillés. Donc des mélanges géographiques, des mélanges de matières premières qui peuvent être durables ou non durables, qui peuvent être labellisés, non labellisés. Je l'ai évoqué tout à l'heure, des mélanges de fibres. On peut travailler sur des fibres naturelles comme le coton et le lin, les mélanger avec des fibres artificielles, la viscose ou l'acétate. En fait, les fibres artificielles, ce sont au départ des produits naturels qui ont été transformés par voie chimique. Et puis les produits de synthèse qui sont en général issus de la pétrochimie, donc les polyesters, les acryliques, etc. Donc si on veut parler de filière textile, il faut évidemment intégrer toutes ces fibres-là. La filière coton-textile, mais au sens large, la filière textile utilise de l'eau, de la teinture, des apprêts. Évidemment, tout ça, il faut le prendre en considération quand on va avoir une vision un petit peu environnementale de la filière. Et puis, sur l'aspect social, les conditions de travail dans l'industrie textile, également dans l'industrie de production au champ, hein, bien sûr, mais dans l'industrie textile, on a tous peut-être en mémoire l'accident du Rana Plaza il y a quelques années. Bon, ça, c'est juste un rappel, hein, quand on parle de durabilité, donc, qui est un thème qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc, on a les trois piliers qui ont été rappelés tout à l'heure, donc social, écologique et économique. Je signale que pour ce qui concerne la production de coton durable, il existe un panel international qui s'appelle le SIP, hein, Social, Environmental and Economic Performance of Cotton, donc qui a été créé en 2010, et qui a pour fournir en 2015 un rapport qui permet de lister un certain nombre d'indicateurs de durabilité de la culture du coton à travers le monde. Hein. C'est d'où cette image composite d'un visage de différentes femmes de différents continents. Le rapport est disponible en ligne, je vous ai mis les liens en français et en anglais. Alors, il a produit donc ce panel SIP un certain nombre d'indicateurs, 68 en l'occurrence, qui permettent donc de balayer les trois grands piliers de la durabilité. Bon, je ne vais pas détailler chaque élément, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de travaux qui sont faits sur cet aspect de durabilité de la production au niveau du coton.
qui dit durabilité dit aussi faire évoluer les systèmes vers plus de durabilité. Donc, en ce qui concerne la partie culture agronomique, on va dire, donc il y a un jeu de pratiques qui sont développées depuis un certain nombre d'années. Donc, vous avez ici les principales, hein, donc le zéro labour, la gestion de la fertilité des sols, l'agroécologie, l'agroforesterie, la gestion d'eau et tout ce qui est gestion des engrais organiques, donc qui sont importants, notamment lorsqu'on va parler de culture biologique. Tous ces jeux de pratiques agronomiques couvrent un certain nombre d'éléments, comme la couverture permanente du sol pour préserver la biodiversité et l'humidité, l'introduction de plantes de service qui vont apporter un certain nombre d'effets complémentaires. Par exemple, ce sont des plantes pièges ou des plantes qui vont fixer de l'azote, qui vont être en association avec la culture cotonnière. L'attraction des prédateurs, ce qu'on appelle les systèmes push-pull, donc qui vont attirer ou repousser selon les plantes qu'on va associer à la culture. D'autres méthodes particulières comme l'essaimage des cotonniers, dont on s'est aperçu au niveau de la recherche que ça dégageait des composés organiques volatiles qui pouvaient avoir un effet répulsif naturel sur certains insectes qui permettent pas de s'affranchir, mais en tout cas de réduire les quantités d'insecticides qu'on doit épandre sur les champs pour les protéger. Bon, tout ce qui est travaux sur tout ce qui est biopesticides et biofertilisants, hein, donc dans le cadre d'une production biologique. Et puis, par exemple, le développement de nouvelles variétés de cotonniers qui soient plus résistantes à des bioagresseurs ou qui soient moins consommatrices d'eau, par exemple. Tout ce qui est préservation des ressources naturelles, c'est également donc un levier sur lequel on cherche à travailler, donc à une meilleure gestion de l'eau à travers sa rétention, diminution de la pollution des nappes phréatiques, le travail au niveau du sol, amélioration de la matière organique, tout ce qui est gestion des bioagresseurs, on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis l'idée globale, c'est aussi de s'adapter aux changements qu'on connaît en culture, en production, hein, donc tout ce qui est lié au changement climatique, qui va jouer bien sûr sur la qualité et la quantité de la production, l'usage des terres et l'utilisation des ressources renouvelables. L'industrie textile et globalement l'industrie de la mode est une industrie qui est innovante, qui est créative, qui va abriter donc un certain nombre de savoir-faire. Mais comme on l'a vu également, c'est une industrie qui va être complexe, fragmentée, avec le nombre d'interlocuteurs et le nombre d'acteurs qui peut être présent sur la filière. Et donc, cette complexité peut amener à une opacité de la filière et donc un manque de transparence au fur et à mesure des différents acteurs qui peuvent intervenir. Et justement, ce manque de transparence rend cette capacité à mesurer les impacts environnementaux, les impacts sociaux d'autant plus complexe, d'autant plus difficile. Et justement, la complexité de ces filières et ce manque de transparence donc est dû à la difficulté des différents acteurs, des enjeux aussi donc, de savoir-faire, de confidentialité aussi des données, mais aussi simplement le fait de collecter la donnée. Donc là, on a évoqué pendant le témoignage que en fait, la donnée se perd, la donnée peut être stoppée à un certain moment de la filière. Et ça mène justement à cet enjeu de transparence et cet enjeu de visibilité sur l'ensemble de la chaîne pour avoir une action pour essayer de mesurer toute la filière et ensuite apporter des actions au fur et à mesure. Voilà. Et ensuite, je voulais également vous présenter donc, ce chiffre de Fashion Revolution Transparency Index qui montrait également que c'est aussi un enjeu auprès des marques, donc l'acteur final qui va vraiment vendre les différents produits à leurs consommateurs et que c'est vraiment un enjeu global à la fois côté industriel mais aussi côté marque. Qu'est-ce que c'est que l'ACV? C'est un cadre de comptabilité environnementale conçu pour estimer, et j'insiste sur ce mot, estimer les impacts environnementaux associés à un produit ou un service tout au long de son cycle de vie. Qu'est-ce que ça veut dire son cycle de vie? Ça comprend depuis l'extraction des ressources primaires nécessaires pour la production de n'importe quel produit jusqu'à la fin de sa vie, que ça passe par l'utilisation des produits et la disposition finale, voire recyclage, voire des autres formes. Et pour résumer, l'ACV prend en compte deux éléments fondamentaux. Il prend en compte la consommation de ressources et les émissions de substances nocives vers l'environnement. Et sur la base de ces consommations de ressources et ces émissions, essaye d'estimer une batterie d'indicateurs appelés catégories d'impact qui expriment les impacts environnementaux de forme structurée, organisée et les exprime aussi en termes d'unités que les êtres humains peuvent comprendre. Typiquement, tout le monde connaît ou comprend bien les changements climatiques.
exprimer, par exemple, un tonne de CO2 par tonne de produit. Ça, c'est intuitif. C'est pas qu'il soit intuitif, c'est qu'on nous a répété une telle quantité de fois le changement climatique que maintenant on l'a sur la tête. Mais tous les restes des catégories d'impact utilisent aussi des différentes unités pour exprimer l'impact qui ne sont pas intuitives. Pourtant, on essaye de consolider toutes les catégories d'impact sur des concepts que les êtres humains, la population peut comprendre, tels que impact sur les environnements, impact sur la santé humaine et impact sur la disponibilité des ressources. J'annonce ça car on va présenter les résultats et consolidés de ces formes-là. Et l'ACV est bien, comment dire, normé. Il y a un standard ISO qui dit, non, la diapo antérieure, s'il vous plaît, qui dit comment, suivante, pardon, qui dit comment conduire l'ACV. Il consiste en principe de 4 étapes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Il consiste de 4 étapes. La première, c'est de bien définir la portée et les objectifs d'une étude ACV. La deuxième, d'obtenir un inventaire de cycle de vie qui n'est que la liste de toutes les consommations et toutes les émissions associées au système de production. Dans un système, dans une filière textile, on va voir la phase agricole, la phase de transformation primaire, secondaire, etc., etc. La troisième, c'est l'évaluation d'impact, qui consiste à exprimer les émissions et les consommations de ressources en termes d'impact sur la santé humaine, sur les écosystèmes ou sur les ressources. Et finalement, il faut faire un exercice d'interprétation pour donner des conclusions sur quels sont les points chauds du système, où est-ce qu'on peut améliorer et quelles seraient les conséquences de faire des modifications dans le système. Une dernière chose, c'est que l'ACV est utilisé surtout en contexte comparatif. Le diagnostic absolu fait par l'ACV n'est pas trop utile. L'ACV est utile quand on compare des systèmes, par exemple, du coton conventionnel versus coton biologique, ou une stratégie à forte intensité d'entrant versus une stratégie plus raisonnée, etc., etc. Trois slides autour d'une étude conduite par le CIRAD sur le coton au Mali, où on a comparé la production conventionnelle, différents types de production conventionnelle contre la production biologique certifiée. Et l'étude a pris en compte les 2 premières phases de la chaîne de valeur, ça veut dire la production agricole et la production primaire, pas la production, la transformation première. Et on a pris en compte, bien sûr, la consommation de ressources et les émissions, ça veut dire comme intrants, tous les fertilisants, tous les défrichements des savanes, par exemple, le traitement des semences, la fertilisation conventionnelle et ou biologique, tous les phytosanitaires, les activités de récolte, les activités de certification pour la partie biologique certifiée, les transports et les activités de grainage. Car dans la phase industrielle, il y a la consommation d'énergie, etc. Il y a 2 unités fonctionnelles, en fait, une unité de masse, kilo ou tonne de coton en balle, et par hectare pour la phase agricole. Ça, c'est important dans l'ACV agricole de comparer sur deux ou moins types différents d'unités fonctionnelles. Unité fonctionnelle, c'est les concepts autour desquels on rapporte tous les impacts. Là, dans les graphiques à gauche, vous trouverez les impacts endpoint, ça veut dire toutes les différentes catégories d'impact normalisées pour fournir un score unique. Voilà. Ça veut dire que là-dedans, dans ces impacts, c'est le changement climatique, l'eutrophisation, l'acidification, la toxicité, la consommation d'eau, etc., normalisés. Et bon, les graphiques à gauche montrent les impacts par tonne de coton fibre et à droite par hectare de culture de coton. Comme vous voyez, il y a des différences selon le type de produit. Il y a une coproduction de fibres, de graines et de fibres de graines coton, de coton graines et de fibres. Et dans l'ACV, il faut allouer les impacts selon les différents coproduits, selon un suivant des techniques différentes adaptées. Dans ce cas, on a utilisé la valeur économique comme élément de
allocation, d'assignation. Comme vous voyez, de forme systématique, les impacts organiques, dans ces cas en particulier, hein, on ne peut pas généraliser à tous les pays producteurs ou à toutes les situations. Dans ces cas ponctuels, systématiquement, les impacts de coton biologique sont plus bas par hectare et aussi par unité de masse de production que les impacts des autres types de production conventionnelle. On a regardé 3 types différents. Une production conventionnelle à forte intensité d'entrants de pesticides, une autre plus raisonnée et une troisième encore plus raisonnée. On l'appelle threshold. Et les graphiques que vous voyez là, c'est ça qu'en ACV on appelle analyse de contribution. C'est où on essaie de décortiquer quels sont les postes qui contribuent aux impacts. On continue à parler ici de tous les impacts confondus, hein? Mais comme vous voyez, la vaste majorité des impacts, au moins dans le cas du coton conventionnel, est associée à l'utilisation de pesticides, vous voyez, et à ces émissions directes associées à l'utilisation de pesticides, suivies par la fertilisation minérale, dans le cas du conventionnel. Dans le cas de l'organique, il y a des autres postes d'impact tels que les impacts associés à la certification, ça veut dire le transport, de consommation de combustible, et les émissions directes associées à la fertilisation organique. Comme vous savez, quand on apporte du fertilisant sur le sol, une partie de l'azote va se volatiliser, une partie va partir vers les eaux superficielles, une partie va rester dans le sol, et tout ce que la plante ne prélève pas est considéré comme une perte qui va aller polluer ailleurs. Et sur la base de cette étude, mais aussi on a fait une généralisation sur la base de notre expertise dans la CV agricole, du coton et des autres filières, on peut lister quels sont les postes principaux de préoccupation dans les filières agricoles textiles. On commence par exemple par l'intensité d'entrants phytosanitaires qui contribuent aux impacts des toxicité terrestres et aquatiques ainsi que la toxicité humaine. On peut parler des impacts associés à l'utilisation de fertilisants, surtout les fertilisants de synthèse, et surtout s'il y a une surutilisation. Personne ne surutilise pas de l'azote de l'NPK car ça coûte cher. Mais on a constaté en Afrique de l'Ouest partout, pas nécessairement sur ces cotons-là, mais en général, qu'il y a des apports excessifs de fumures de fond, par exemple. Pourquoi ça arrive? Car on ne maîtrise pas bien les teneurs et la qualité d'azote dans les fertilisants organiques en général. Et il y a la consommation de carburant, qui selon le niveau de mécanisation peut devenir important. Il y a la consommation d'eau, surtout s'il s'agit d'une culture irriguée, ce n'est pas le cas pour le coton Bénin et Mali. Et il ne faut pas oublier les changements d'usage des terres. Et dans l'Afrique de l'Ouest, on parle par exemple de défrichement des savanes ou de n'importe quel autre système naturel, des savanes arborées. Si on défriche ça pour mettre soit du coton, soit de l'anacarde, soit du cacao, soit n'importe quoi, ça a un impact absolu sur le changement climatique à travers la perte de carbone, mais aussi sur la biodiversité. Et en ACV, en général, dans la comptabilité des changements climatiques, on prend en compte pas nécessairement les défrichements qui ont eu lieu l'année dernière, mais on prend les dernières 20 ans. Donc, dans l'Afrique de l'Ouest, les défrichements des savanes continuent jusqu'à aujourd'hui. Pas nécessairement, pas seulement associés au coton, mais en général à l'expansion de l'agriculture. Un petit détail là, pour enchaîner avec le collègue qui va parler de toxicité, c'est que en ACV, jusqu'à aujourd'hui, on a l'hypothèse que l'ensemble des pesticides apportés dans une culture vont rester dans le sol, dans les compartiments environnementaux sol. Mais il y a de nouveaux résultats, de nouvelles études, de nouveaux projets qui ont proposé une forme différente de modéliser ça à l'échelle de l'inventaire. Le projet s'appelle Olcapest. Je vous invite à regarder et ça permet de partitionner ou saucissonner, je ne sais pas comment dire, d'allouer les apports de pesticides dans les différents compartiments de l'environnement pour mieux modéliser les impacts éventuels sur les écosystèmes, sur la santé humaine, etc. Pour conclure sur la partie étude de l'ACV du Mali, en général, on a vu systématiquement que le coton organique ou biologique a des impacts
présentent des impacts potentiels plus bas que les cotons conventionnels. Et ces différences peuvent s'expliquer surtout à travers de la poste phytosanitaire. Il y a des impacts quand même de changement climatique, et pas exagérés, similaires à ce qu'on avait trouvé dans la littérature. Et l'empreinte d'eau, même s'il a été fait par les collègues, mais ce n'est pas vraiment une poste importante au Mali dans les cotons qu'on avait étudiés, car c'est un coton rain-fed, ce n'est pas irrigué. Mais dans les cotons ailleurs, irrigués, ça peut devenir vraiment vachement important. Voilà, merci beaucoup. J'ai juste une diapo complémentaire peut-être avec un élément ajouté, alors qui est beaucoup plus en aval enfin qui prend l'ensemble de la filière textile en termes d'ACV. Donc sur coton, c'est la consommation d'eau. Et là, on montre que sur l'ensemble de la filière, alors vous avez en vert tout ce qui est la partie production du coton, tout ce qui est en gris, la partie transformation textile, et tout ce qui est en bleu, c'est au niveau du consommateur final. Et finalement, c'est tout ce qui représente les lavages des textiles. Et on voit que selon les configurations, alors ce n'est pas la règle générale, il peut y avoir une consommation d'eau qui est beaucoup plus importante, ou au moins aussi importante chez le consommateur final que dans l'industrie textile. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces interventions. J'enchaîne sur la toxicité. J'ai rendu le 30 janvier 2023 un rapport qui répondait à un appel d'offres lancé par Saskia Bricmont, eurodéputée Vert. Et la question était la suivante: dans quelle mesure nos textiles sont-ils toxiques? On a conclu finalement, donc ce rapport devait faire 20 pages, il en fait 54, et on s'est arrêté parce qu'on aurait pu rester 10 ans dessus. On en a conclu que autant les terres que les ouvriers, que les océans, que les consommateurs subissaient finalement un empoisonnement continu qui peut être lent, qui peut être plus violent, mais qui dans tous les cas est bien là. Souvent, on pense à l'étape de la teinture, bien entendu. Mais en fait, il n'y a pas que cette étape où il y a des intrants et des produits toxiques. On a évidemment l'utilisation d'intrants dans les terres. Alors ensuite, il y a différents types d'intrants, on ne peut pas tous les critiquer. Et surtout, il y a eu de très très gros problèmes, notamment au Pendjab, surtout par manque de formation des ouvriers. C'est-à-dire que même si on leur donne les bons intrants, déjà il faudrait qu'ils sachent lire tout simplement l'étiquette. Donc ces étapes-là sont tout à fait essentielles. On a la filature qui demande d'autres intrants. On a également la teinture. Et au moment de la confection, aussi d'autres produits. Et au moment des finitions. Vous savez, pour qu'on ne repasse pas nos vêtements, et ça, par exemple, c'est un confort, donc peut-être il faudra se passer un moment. Ensuite, il y a évidemment le transport. Donc, tous ces vêtements qui passent par la mer, cette invention terrible du porte-conteneur, qui est peut-être la pire invention du XXe siècle, une des pires, il y en a d'autres, où en fait, le voyage est très long et il faut que les vêtements ne pourrissent pas, tout simplement. On rajoute des produits. Et puis, arrivé en rayon, on peut encore changer de sachet, remettre d'autres sacs. Voilà. Vous voyez, donc c'est de la terre, finalement, à notre dressing, il y a des produits. Alors, dans quelle mesure ces types de produits sont... donc, vous pouvez consulter ce rapport qui est en ligne, qui est en anglais et qui est libre. Vous pouvez l'utiliser, il est sur Internet. Dans quelle mesure c'est toxique? On a des cas d'autisme, une grosse croissance d'autisme chez les enfants au Pendjab à cause de tous ces intrants dans les terres, tout simplement parce qu'ils boivent l'eau des nappes phréatiques. C'est assez grave. On a évidemment des cancers, donc des enfants de 3 ans qui ont besoin d'un rein. Il n'y a pas de sécurité sociale là-bas. On ne trouve pas un rein comme ça non plus. Et il faut noter également qu'on a une croissance du taux d'infertilité chez les hommes comme chez les femmes. Et être infertile, devenir infertile en Inde, socialement, c'est extrêmement grave, mais on a quand même des villages qui c'est 2 peuples. C'est-à-dire qu'ils ne font même plus assez d'enfants pour repeupler le village. Donc là, on était sur la terre. Je vais passer directement à la teinture telle qu'elle. Quand on foule les teintures ou qu'on n'a pas de masque ou qu'on a un masque en papier qui a des odeurs, on a évidemment des bronchites, des silicoses, bon, l'asthme, c'est le minimum,
des cancers de la peau, des cancers de l'œsophage, des cancers de l'utérus, tous les types de cancers possibles. Donc ça, c'est une agression directe sur l'ouvrier qui, s'il passe 42 ans, c'est déjà énorme. Et peut-être que ça, parce qu'il paraît que les gens ne s'intéressent qu'à ce qui se passe à moins de 200 km de chez eux. Donc, en ce qui concerne le consommateur, on a 2 études. On a une étude de l'université de l'hôpital de Rome qui a été réalisée par un obstétricien et son équipe et qui a trouvé sur 6 placentas, 4 placentas de fœtus, donc ce n'est pas exceptionnel, 4 sur 6, colorés, rose, rouge, orange et bleu. Et du microplastique également dans l'utérus des mamans, qui étaient un peu choquées. Donc, ces enfants ne seront pas green, clairement, et je ne sais pas à quoi ils vont ressembler, parce que je ne suis pas voyante, je suis historienne, dans 3 générations. Le département de l'école de santé d'Harvard a également fait une analyse dans les îles Féroé sur des enfants, et ils se sont rendus compte que les enfants qui étaient allaités accumulaient du microplastique, donc 20 à 30% par mois d'allaitement. Donc là, on en est, alors je ne sais pas, apparemment quand même le corps humain se modifie. Je crois que le problème est assez profond. Le but de ce rapport était de rediscuter REACH et des trous de REACH, parce qu'on a des réglementations et la réglementation REACH, elle est conséquente. On ne peut pas lancer des réglementations comme ça en plus, on va en avoir 50 000, on ne sait pas quoi en faire. Qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, rien. On a eu quand même assez peu de retours. Donc, merci beaucoup, parce qu'on peut l'évoquer ici. Et on a quand même un très gros problème, il faut bien le dire, avec le lobbying. Hein. Donc, j'en cite que 2, la pétrochimie, bien entendu, avec les polys, mais également le bois. Donc, tous les trucs en ose. Concrètement, vous pouvez avoir de l'arsenic dans votre culotte. Et si vous allez chez le boulanger et qu'il vous donne un croissant avec du mercure à l'intérieur, je pense que vous pouvez l'attaquer. Ça va être possible. Maintenant, il faut que les fabricants, les marques, même les vendeurs connaissent leurs produits et ce qu'il y a dedans. Parce qu'on est sur la législation désormais. Je vous remercie beaucoup. Relocaliser. Donc, je vais encore poser les questions qui fâchent. Relocaliser, pourquoi pas? Étant donné qu'on est en train de le faire et d'y réfléchir, on peut discuter de la gestion des risques tout de même. Dans quelle mesure on peut relocaliser? C'est-à-dire qu'on a déjà effectué un tournant ouest, occident, est, donc vers l'Asie. Si on relocalise, ça veut dire quoi? Est-ce que les entreprises qui sont là-bas et qui font de la confection viennent chez nous? Ou est-ce qu'on crée de nouvelles entreprises chez nous? Si on recrée par-dessus, c'est de la surproduction. Donc ça, c'est déjà un problème. On relocalise, mais avec quelle énergie? Notre parc nucléaire semble chaotechnique. Bon, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, hein. Il nous reste donc l'électricité. Je crois qu'il y a quelques problèmes, on l'a senti, on nous a dit peut-être cet hiver, vous vivrez entre minuit et minuit 30. Donc l'électricité, c'est pas bon. Est-ce qu'on va faire comme les Allemands et réouvrir les centrales à charbon? Ça non plus, ça ne va pas être possible. Je sais, je suis un peu déprimante. En ce qui concerne les modes de production, si on relocalise, supposons qu'on relocalise la confection. Il va falloir aussi réfléchir au mode de transport. Est-ce qu'on ramène ce coton d'Inde avec ces modes de transport qu'on connaît qui sont assez polluants? Donc tout ça, ce sont des questions en devenir. Ce n'est pas à moi de les régler. C'est vraiment pas mon job. Il y a cette question aussi de savoir-faire. On relocalise. Mais alors pour faire quel type de produit? Est-ce que, parce qu'on nous dit, on manque beaucoup de savoir-faire maintenant en France, on n'a pas telle personne qui sait faire pour telle action, qui maîtrise telle technique pour les produits de luxe. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on va relocaliser du luxe? Je crois que le luxe, de temps en temps, va en Roumanie, tout ça. Et attention, les Roumains ont des savoir-faire. On relocalise quoi? Est-ce qu'on ramène
une grande chaîne de production où tout le monde va s'inspirer de Ford et du taylorisme à faire une braguette, des braguettes tous les jours. Division du travail. Le coût du travail. On va relocaliser, mais est-ce que c'est pour faire le même prêt-à-porter pas cher à 5 € le t-shirt? Normalement, avec nos lois, ça ne va pas être possible. Normalement. Donc, il faut voir aussi, on va se poser toutes ces questions de libre concurrence, de libre-échange. Et avec quel type de contrat? Parce qu'en fait, pour l'instant, il n'est pas vraiment question d'augmenter le prix des vêtements si les salaires n'augmentent pas, même si les gens achètent moins. Parce que déjà, psychologiquement, pour acheter plus cher, il faut passer une autre étape. Quel type de contrat? Est-ce que ce sera des contrats à court terme? Est-ce que, alors, à court terme, ça veut dire saisonnier. Ça veut dire qu'on va utiliser ces personnes pendant la saison forte. Techniquement, le CDD, ce type de choses, ça existe en France. Enfin, on n'est pas non plus à l'abri d'un retour, d'un coup de boomerang qui est certainement en train de revenir. Ces questions de surproduction, je pense qu'elles sont très importantes parce qu'en fait, il faudrait peut-être finalement redéfinir ces chaînes de production, cette question de la relocalisation, mais de manière géopolitique. Le questionnement doit être géopolitique. Est-ce qu'on relocalise de la confection un peu haut de gamme chez nous, mais est-ce qu'on va aller chercher le coton dans des pays qui sont totalement dépendants et qu'on rend dépendants et qui à la fois sont aussi tout à fait capables et qui maîtrisent des super savoir-faire? Voilà. Donc la question ne peut être que géopolitique. La question de la dépendance, elle est importante parce qu'on parle de commerce équitable et on parle de pauvreté. Et à un moment, le Nord, le Sud, les pays entre guillemets riches et les pays pauvres. Et dans toutes ces étapes, on se pose également la question, si on relocalise ceci en France ou en Allemagne, supposons que le prix du t-shirt augmente parce que nos salaires, les salaires de nos ouvriers sont plus importants. Est-ce qu'on va aller écraser les autres pays qui produisent, qui maîtrisent la culture et revenir à ce fruit de l'esclavage? Le coton en fait partie. Donc là, il va falloir sans doute redéfinir tout simplement, appel au gouvernement, les salaires, parce que le SMIC, on parle de salaires vitaux, du salaire vital, le SMIC ne sera pas et n'est pas un salaire vital dans ces conditions-là. On a plus de traçabilité, évidemment, pour la relocalisation, mais surtout à se poser toutes ces questions dans une analyse équitable des relations marchandes. Alors ça semble un peu paradoxal, mais une analyse équitable des relations marchandes. Merci. Alors les continents bougent par exemple, il y a beaucoup d'usines super clean actuellement au Bangladesh. Il y a une forte syndicalisation de plus en plus. Ça vient de chez nous. Voilà, donc vous voyez, là ça a bougé comme ça. Moi je suis plus inquiète sur la migration chinoise et le rachat de l'Afrique, parce que un petit Chinois, en fait, maintenant, ça vaut super cher en salaire, alors qu'un Éthiopien, ça vaut 26 € par mois. Donc, je serais assez à regarder ce qui se passe en Afrique et à protéger l'Afrique, mais pour faire bouger les choses aussi sur l'Afrique. Je pense que les savoir-faire scientifiques, alors qu'ils relèvent de l'histoire, de la biologie, de l'économie, moi je ne suis pas économiste, sont là pour indiquer si on travaille ensemble, nous les scientifiques, et ça arrive de plus en plus. Je pense qu'on donne véritablement des lignes lorsqu'on fait des appels de ce type en disant mais prenez tout en compte. Bon, s'ils s'en vont de Malaisie, Adidas et Nike, c'est aussi parce que la Malaisie est devenue le dépotoir de la Chine et la poubelle du plastique du monde, parce que la Chine n'en veut plus. Vous voyez, c'est parce que finalement il y a du travail en Malaisie. Maintenant, ils s'occupent du plastique. Merci pour l'invitation, Juliette. Moi, le mouvement slow fashion, en fait, j'arrive en fin de chaîne, quoi. Enfin, on n'est pas sur les ressources naturelles, mais on est sur les ressources secondaires. Oui, j'avais mis ça, mais
bon, c'était juste pour ça, vous sachiez un peu comment, sur quoi je travaillais. Donc les ressources secondaires, en fait, c'est les déchets textiles. Et le mouvement Slow Fashion à Paris va essayer de revaloriser en fait ces déchets par des savoir-faire que sont ceux de la réparation. Donc le visible mending, c'est la réparation visible, et l'upcycling, qui est la transformation de vêtements. Donc en fait, ce sont des savoir-faire qui existent depuis que les vêtements existent. Il n'y a pas de nouveauté. Ce qui est intéressant en fait à travailler, c'est de comprendre pourquoi ça revient actuellement sur le devant de la scène dans la mode. Et donc moi, quand j'ai commencé mon terrain, au départ, les questions, c'était de travailler sur les processus d'engagement pour la mode dans le cadre de la transition écologique, donc à Paris. Donc les questionnements sont plus dans le nord global que dans le sud global. Mais très vite, en fait, le sud global est venu sur le terrain, notamment auprès des fashion activistes, qui sensibilisent les citoyens et les citoyennes à la mode éthique pour justement revaloriser le travail salarié des pays du sud global. Et en fait, je vais aller assez rapidement, mais en gros, ma thèse, elle porte plus sur les souffrances mentales qui sont liées à la réparation vestimentaire. C'est-à-dire que dans le Nord global, la plupart des gens sur le terrain, j'ai fait une typologie de 65 enquêtés du mouvement Slow Fashion, l'idée, c'est un mouvement, et donc il y a des pratiques de domination et des pratiques de résistance, mais aussi des pratiques d'infrapolitique. Donc je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails, mais l'idée, c'est qu'il y a des pratiques de résistance publique qui sont actives avec les fashion activistes, on va dire, dont Fashion Revolution, par exemple, les fédérations, les associations, etc. Et il y a des pratiques de résistance cachée. Donc là, je reprends des termes en fait qui ont été théorisés par un anthropologue qui s'appelle James Scott, d'infrapolitique. La résistance cachée, en fait, ça va être on résiste à un système productiviste, extractiviste, en pratiquant, mais de manière plus cachée, en fait, en résistant, en faisant par exemple de l'upcycling. Qu'est-ce que ça veut dire de réparer ses vêtements? Qu'est-ce que ça cache en fait comme forme de résistance? Et sur le terrain, la plupart des enquêtés en fait ont vécu des souffrances psychologiques dans les espaces créatifs, donc les bureaux de design, on va dire, des marques de mode, et ont décidé en fait de s'engager pour une mode éthique suite à des syndromes de burn-out, solastalgie ou éco-anxiété. Et donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a une rupture, à un moment, il y a vraiment des ruptures totales avec le système mode où les designers et certaines fashion activistes aussi, certains et certaines, des personnes qui travaillent dans le milieu de la mode, donc que ce soit dans les agences de presse, communication, enfin voilà, tout l'écosystème mode parisien, on va dire, arrivent à un point de rupture, soit par des souffrances mentales, donc directement avec les burn-out, donc des dépressions qui sont liées à l'environnement de travail, soit par des souffrances qu'on appelle solastalgie ou éco-anxiété, qui sont liées justement aux catastrophes climatiques que génère le système mode. Et donc, voilà, on décide de se réparer émotionnellement, mais aussi politiquement le système à travers des pratiques. En fait, il faut quand même faire un petit retour en arrière. 2015 a été une année extrêmement riche en matière d'engagement, puisqu'on a vu apparaître à ce moment-là la COP21, où il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises avec des objectifs extrêmement précis, avec un engagement réel des acteurs de la communauté internationale. Et puis, on a eu aussi les 17 objectifs de développement durable qui ont agi comme un engagement très fort, pragmatique, qui a permis finalement d'être une boussole un peu pour les entreprises. Alors, à partir de ce moment-là, on a vu émerger une rhétorique écologique extrêmement forte. L'écologie est devenue créateur de valeur, et c'est vrai qu'on a vu énormément de marques s'engager, avoir des objectifs environnementaux, sociaux, et c'est une bonne chose. Simplement, en 2021, une étude a été faite, et elle révèle que ces engagements, au final, ils ne sont pas si clairs que ça.
font défaut un certain nombre de marques. Alors évidemment, on cite toujours les plus grandes, les Nike, les Fast Retailing, H&M, Zara, Inditex. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils vont marquer simplement les esprits, puisque tout le monde les connaît. Donc effectivement, ils sont toujours pointés du doigt avant les autres. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont pires. Ils ont des gros volumes. Cette étude a été montée sur les groupes qui représentent quand même 4 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est quand même très important. Et donc, elle montre finalement que cette notion d'écologie créatrice de valeur est devenue un argumentaire marketing, un dispositif absolument nécessaire et un outil de communication majeur, puisque les marques ont besoin d'une actualité pour faire parler d'elles. Et donc, c'est une approche réflexive, puisqu'en réalité, c'est la première fois que les entreprises sont confrontées à ce genre de problème et que, même si l'écologie n'est pas un problème récent, c'est la crise climatique qui a provoqué une espèce d'urgence pour les entreprises à se bouger, puisqu'en réalité, bon, je ne vais pas vous faire la liste des performances environnementales et sociales dans la mode, mais c'est vrai que la mode, si on parle que d'émissions de CO2 à horizon 2030, elle devrait représenter à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre, 26 je crois même, et c'est vrai que pour quelque chose qui n'est pas un besoin impérieux, qui relève de l'inutile, puisque si on emploie le mot mode et non vêtements, c'est haïtien. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça pose un problème. Donc simplement, cette slide était pour rappeler que oui, il y a un engagement. L'engagement n'est pas nécessairement suivi et toutes les mesures montrent qu'il y a quand même une problématique. Alors, ce n'est pas pour en rajouter, c'est simplement pour exprimer le contexte dans lequel nous sommes. Il y a 2 études qui ont été menées qui sont quand même parlantes. On a la DGCCRF, le gendarme de la consommation en France, qui pointe évidemment à travers une étude qui a été diligentée sur un secteur avec évidemment des anomalies, avec des contentieux, avec évidemment des délits, et ça porte, enfin pas nécessairement, et ça porte malheureusement aussi sur des vêtements qui sont destinés aux enfants, aux bébés. Audrey, tout à l'heure, vous parlez de toxicité, et c'est vrai que le fait que cette étude pointe que même pour les bébés, on ne fait pas attention, pose un vrai problème. Plus récemment, c'est la Commission européenne face à l'amplification de cette rhétorique écologique dans les stratégies de communication de marques de luxe, qui a diligenté une enquête. Je ne vais pas vous faire le détail, mais il y a 50% d'anomalies. On en est à une phase finalement de constat sans qu'il y ait des mesures répressives qui aient été faites. Dans une société capitaliste, de libre-échange, l'idée c'était d'inciter les acteurs en leur apportant des informations scientifiques. C'était le rôle du rapport Meadows de 72 et tous les rapports qui ont suivi. Et c'est vrai que finalement on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas nécessairement et que ce mensonge de marque est quelque chose qui est récurrent et qu'on retrouve beaucoup, puisque le premier objectif de marque des entreprises, c'est de faire de la croissance et c'est de continuer à vendre. Donc, c'est peut-être le problème essentiel auquel on est confronté. Mais le législateur, au travers de ces 2 exemples, a quand même pris des initiatives qui permettent d'essayer de contrôler quand même. Alors oui, bien sûr, pour l'instant, on en est au stade du constat. L'idée, c'est de ne pas introduire de violence dans le rapport gouvernant-gouverné, entreprise. Et donc, du coup, il y a des rappels à l'ordre, il y a des dispositifs qui sont mis en place. Mais bien entendu, aujourd'hui, ça va plus loin. Et il y a on va le voir ensuite, la France, évidemment, est aux premières loges. Alors, en anthropologie, on fait beaucoup d'études, Quanti, Cali, on mène des enquêtes. Et c'est vrai que c'était extrêmement intéressant de se pencher sur la question de l'étiquette, puisque l'étiquette, en réalité, c'est la seule information fiable au final que le consommateur peut avoir, puisque le consommateur aujourd'hui est impliqué dans la crise écologique, puisqu'en réalité, il est aux premières loges, tout comme d'ailleurs les dirigeants d'entreprise. Et on s'aperçoit via ce type d'études empiriques que le mensonge est flagrant. C'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui finalement une obligation qui est extrêmement simple en France. En termes d'étiquetage de vêtements, on n'a aucune autre obligation que celle de remplir
de lister 90% des composants du vêtement. C'est la seule obligation qui s'impose aux marques. Ça va changer. Malgré tout, aujourd'hui, on s'aperçoit, ça c'est des étiquettes une enquête qui relève d'une enquête, alors il y en a beaucoup, mais j'ai pris celle-ci, ça date d'il y a 6 mois, où vous avez une étiquette marketing qui vous dit que c'est 100% coton bio, et finalement, quand vous regardez, vous avez, je crois que c'est 60, hein, c'est ça, 60% coton, 40% polyester, ce qui sous-entendrait qu'en réalité, le coton qui est bio, c'est les 60%, mais pas le polyester. À aucun moment, on ne vous dit que y a mélange, déjà, pour ceux qui s'intéressent un peu à la question. Et ça, typiquement, c'est ce type de flagrance qui vient nuire, à la possibilité pour le consommateur de faire un choix éclairé, voire engagé s'il en a envie. Et 2, ça montre quand même que l'étiquette s'est transformée en outil de manipulation, puisque on peut mélanger des étiquettes de composition et rajouter des étiquettes marketing. Et en réalité, ce sont les étiquettes marketing qui posent problème. Sur la deuxième photo, alors là, on a affaire à une technique hybride de marketing qui mêle merchandising et étiquetage. C'est-à-dire qu'on vous dit s'engager pour durer, les marques s'engagent, rhétorique écologique, classique, le pull est soi-disant en alpaga, et on s'aperçoit qu'en fait, simplement 12% d'alpaga, et le reste est issu de l'industrie du pétrole. Créé en France, designé en France, fabriqué en Chine, c'est-à-dire qu'en réalité, le penser en France, le designer en France, entraîne une confusion, et c'est un véritable mensonge au final, hein, c'est une manipulation du consommateur, et tout ça, en réalité, aujourd'hui, pose un vrai problème, puisqu'il y a une conscience qui s'est installée chez le consommateur. La crise climatique, on en entend parler tous les jours, et c'est vrai que le vêtement, l'industrie de la mode et du luxe, qui sont quand même un problème, puisque ce ne sont pas, encore une fois, des éléments nécessaires au quotidien. On ne parle pas de besoins premiers, on ne parle pas de vêtements, on parle de mode, on parle de luxe. Donc là-dessus, il va y avoir quand même un problème. J'ai quand même voulu illustrer par quelque chose d'extrêmement positif qui nous vient des États-Unis, qui sont les lois californiennes. Alors, les lois californiennes, elles ne datent pas d'aujourd'hui non plus. Elles datent de 1986. Alors, il y a un nom de code extrêmement énigmatique qui s'appelle Proposition 65, qui, en fait, en 1986, a été élaboré par l'État de Californie, et ça n'est valable qu'en Californie, sous le nom de Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act. En réalité, il s'agissait de protéger les sources d'eau potable en Californie pour qu'elles ne soient pas contaminées par les produits chimiques dont on sait qu'elles provoquent des cancers, des malformations génitales, des cas d'autisme, de stérilité, etc. Donc l'idée était d'obliger les entreprises qui veulent vendre en Californie de prévenir le consommateur des risques qui étaient encourus. Donc, il y a à peu près 1000 substances chimiques qui sont répertoriées dans une liste qui est mise à jour tous les ans, avec un dispositif extrêmement sérieux, scientifique, qui est remis en cause tous les ans. Mais cette information obligatoire sur les vêtements, en fait, ne dit pas qu'on enfreint des normes d'exigence de sécurité. On dit que simplement, il y a danger. Libre au consommateur ensuite de choisir s'il a envie de mourir ou pas pour des vêtements. Simplement, une petite photo de Fashion Nova qui s'est retrouvée en 2019 mise sur le devant de la toile avec une influenceuse qui a trouvé un maillot de bain sur lequel il était écrit qu'elle pouvait mourir et attraper le cancer avec son vêtement. Donc, en réalité, c'est toujours un peu une forme d'hypocrisie, mais on a une nouvelle promesse qui nous vient de France, avec la loi AGEC, que je ne vais pas vous détailler ici, parce que je pense qu'elle est tellement d'actualité aujourd'hui que tout le monde la connaît, et avec cet éco-score qui devrait être figuré sur tous les vêtements de manière extrêmement simple, alors peut-être un peu trop simple, mais qui pose des conditions de production avec une demande d'information environnementale, sociale, extrêmement
contraignante, importante. Elle est toujours en discussion. Il y a des allers-retours entre les associations, organisations, le ministère de la Transition écologique, justement, pour mettre au point, finaliser cette étiquette qui devrait quand même apporter vraiment quelque chose d'extrêmement fort. On notera quand même que ce dispositif de loi AGEC et de loi climat et résilience embarque le consommateur dans le dispositif. C'est-à-dire qu'en fait, on agit de manière collective. C'est entreprises et consommateurs aujourd'hui qui vont pouvoir changer les choses. Et c'est en ce sens que c'est positif. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a une vraie cécité encore qui existe, qui est entretenue, qui arrange un peu tout le monde, les producteurs comme les consommateurs, parce qu'en réalité, c'est extrêmement difficile pour un consommateur de renoncer à l'abondance, au plaisir, etc., etc. Je voulais justement revenir sur la loi AGEC. Voilà, on parlait de sa mise en application, qui est depuis janvier 2023. Voilà, on est sur un exemple assez important en termes de mise en conformité des marques, notamment d'un point de vue données, puisqu'on est sur quand même une mise en application qui est assez complexe. On a beaucoup d'allégations qui doivent apparaître sur les fiches produits, des allégations en termes de traçabilité, en termes de matières recyclées, de pourcentage de potentiel de relâchage de microplastiques. Voilà, on a beaucoup de données, autant d'un point de vue produit que d'un point de vue emballage. Et c'est justement un processus de collecte qui est long pour les marques, de obtenir toutes ces informations à l'échelle du produit, et aussi des enjeux de structuration de la donnée, puisque voilà, on a beaucoup de références, beaucoup de produits, beaucoup de filières différentes, et voilà, c'est beaucoup de travail. Je dis beaucoup. Et justement, pour mettre en place ce type d'allégation, on a plusieurs solutions qui proposent un accompagnement à la fois au niveau de la collecte, mais aussi au niveau de l'affichage, puisque voilà, la loi AGEC a aussi pour but de communiquer, de mettre à disposition toutes ces allégations. Et donc, on va avoir justement la mise en place de QR codes, par exemple, qui sont directement disponibles sur les étiquettes des produits. Et ce QR code m'aide à donc la fiche produit avec les différentes allégations. Vous allez également avoir une fiche produit directement disponible sur le site e-commerce. Donc ça a été le cas notamment de la marque Patou, qui a mis en place un bouton directement sur son site e-commerce, donc pour un certain nombre de produits, menant aussi à cette fameuse fiche produit. Donc on a en effet cette mise en place qui peut être parfois complexe pour un certain nombre de marques, mais on en a aussi certaines qui, avec justement la mise en place de cette loi, veulent aller encore plus loin, veulent collecter encore plus loin que donc les trois fameuses étapes de confection, tissage, tricotage, teinture, et veulent communiquer encore plus, veulent aller jusqu'à la fibre si c'est possible. Donc c'est le cas notamment de la marque SMCP qui communique sur toute la filière théorique pour ces produits. Avec aussi des allégations en termes d'impact environnemental. Et donc là, on va encore plus loin que la loi AGEC. On commence à préparer la réglementation autour de l'affichage environnemental français et autour des réglementations d'un point de vue européen. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez scanner ce QR code, et donc ça vous mène aux différentes allégations, à la fois AGEC, mais aussi pour aller plus loin. Et pour finir sur une touche un peu plus sympa. Ouais, ça va mieux là, déjà. Non, c'était pour montrer les différentes pratiques en fait. Par exemple, comment on peut sensibiliser les gens et comment aussi on se réapproprie des savoir-faire. Je sais pas si on peut, ancestraux, des savoir-faire qui ont toujours existé actuellement pour revendiquer en fait la transition écologique dans le secteur de la mode. Donc ça, c'est la première, le collage que vous voyez. Donc c'est l'association Fashion Revolution France. Je ne sais pas si tout le monde est sensible. Il y a une petite lumière sur la gauche. Ouais, voilà, c'est marqué. Et donc du coup, c'est une association avec laquelle j'ai commencé mon terrain de recherche au tout début, et là on voit un peu l'évolution des pratiques de cette association, parce qu'au départ en 2016 on ne fait pas du tout de collage, et au fur et à mesure il y a une volonté de rentrer dans l'espace public pour sensibiliser de plus en plus
les citoyens et les citoyennes en fait à la mode éthique. La photo suivante, c'est dans l'atelier en fait où j'ai pu observer le processus créatif d'une designer de mode pendant 1 an et demi au sein d'un incubateur qui s'appelle les Ateliers de Paris, qui est l'incubateur des métiers d'art, de la mode et du design de la ville de Paris. Parce que j'ai fait ma thèse avec un contrat CIF de 3 ans avec la mairie pour rentrer justement dans les institutions, pour voir un peu les logiques en fait politiques des institutions publiques, comme la mairie de Paris par exemple. Et oui, je me dépêche. Donc là, en fait, l'idée là, c'était de montrer ce que c'est que la transformation, donc l'upcycling, où en fait, il y a un vêtement de friperie qui est découpé, donc le pull en laine là, c'est découpé, et à côté, c'est un vêtement qu'elle avait fait avec du stock, des rouleaux de tissu qu'elle garde parce qu'elle faisait que avec du dead stock, donc des stocks dormants, en fait. Donc des stocks des rouleaux qui appartenaient à des entreprises et qu'ils n'utilisent plus. Ensuite, la photo d'après, c'est l'atelier Sable de Lutte, donc qui est l'atelier de sérigraphie d'Alternativa, où en fait là, on réutilise des vêtements du relais que le relais ne va pas forcément utiliser. Et en fait, ils vont chercher j'allais dire des tonnes, mais ils vont chercher des lots de vêtements du relais qui sérigraphient, toujours pareil, avec des artistes. J'ai oublié le nom, je m'excuse de la personne qui a fait le logo. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Enfin bref, voilà, donc il y a ça. À côté, c'est du visible mending. Donc c'est pour montrer aussi comment les réparations visibles, elles revendiquent en fait. L'idée, c'est de revendiquer le gaspillage vestimentaire, de montrer qu'on est contre et qu'on veut faire durer le vêtement. Et donc, on va réparer des trous en montrant, en fait, en rendant visibles les réparations. Voilà, c'est un acte révolutionnaire, en fait, pour les fashion activistes. Et le vêtement, le jean d'après, en fait, c'est la veste que je porte. Donc, c'est pour vous montrer une autre forme de réparation. C'est-à-dire que c'était un jean qu'on m'avait donné qui était on ne pouvait pas le mettre du tout. Il était over XL, enfin c'était pas possible de le mettre. Et donc Alter Upcycling, qui est la marque d'Antoine Gatti, qui est à Roubaix, voilà, il fait du patchwork. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer, voilà, pour les personnes qui sont présentes, qu'on peut aussi faire de l'upcycling comme ça. Et donc ça, c'est des pratiques qui sont un peu en dehors des relations économiques dominantes et qui revalorisent finalement une certaine forme de travail reproductif en fait. Dominique de chez EcoCert qui demande pour 1 kilo de coton, combien de litres d'eau? Voilà, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle déjà d'une culture irriguée ou une culture pluviale? Ça fait déjà une énorme différence. Quel type de produit on va avoir au final? Alors, tout ce qui est transformation, évidemment, après, c'est les éléments à prendre en compte. Si on parle que de la production, alors on le ramène en général au kilo de fibres. On parle de l'ordre de 5 à 10 000 litres d'eau. Et là, je parle essentiellement, moi, de ce que je connais, c'est-à-dire en conditions de production africaine, qui est de l'eau pluviale. Donc, ce n'est pas de l'eau d'irrigation. Alors, on peut dire que si cette eau n'avait pas été utilisée par le coton, elle serait peut-être allée dans une nappe phréatique, probablement. Mais ce qu'on utilise, en fait, comme dans les chiffres que je vous donne, c'est finalement l'eau de pluie. On n'en extrait pas la partie uniquement consommée par la plante qu'est le cotonnier. Donc, c'est de l'eau pluviale, tout simplement. Voilà. Donc, quand on parle de quantité d'eau, encore une fois, il faut bien savoir de quoi on parle. Alors, si on veut le comparer avec de l'irrigué, on est sur des quantités qui sont en général beaucoup plus importantes que ça. Les statistiques mondiales, enfin les chiffres mondiaux que j'ai disent qu'on a à peu près aujourd'hui 60% produits en irrigué et 40% produits en pluvial. C'est à peu près les chiffres moyens. Alors ça, en termes de surface. En termes de volume, le coton irrigué produit plus à l'hectare que du coton pluvial. Donc en termes de quantité en tonnes, si on parlait en tonnes, c'est plus important en termes d'irrigué qu'en termes de pluvial. Alors, compte tenu du changement climatique, c'est vrai que les zones de culture en pluvial souffrent davantage que les zones irriguées, c'est clair. Donc, on a davantage de problèmes à maintenir les rendements. Et ce qui se passe en général, c'est que finalement, les zones de culture, elles évoluent. Elles se déplacent en fonction de la pluviométrie, tout simplement. Donc, on a tendance, par exemple, en Afrique subsaharienne, à voir plutôt une évolution, une descente vers le sud, donc plus proche de l'équateur, des productions cotonnières qui étaient plutôt subsahariennes à une époque. Je rebondis parce qu'il y a encore une question technique plutôt pour Bruno et Angèle.
En quoi l'essaimage des cotonniers favorise-t-il l'environnement? L'essaimage des cotonniers, c'est une technique qui consiste à couper le sommet des cotonniers arrivés à maturité, ce qui a pour effet notamment d'émettre des composés organiques volatiles, c'est ce que je disais en introduction, qui ont un effet d'alerte des cotonniers voisins du cotonnier qui a été écimé et qui permet de mobiliser des mécanismes naturels de défense vis-à-vis des ravageurs. Donc l'intérêt de cette technique, l'intérêt initial de cette technique, c'est de réduire potentiellement les quantités d'insecticides à épandre pour contrôler donc les bioagresseurs de la culture. Il y a un effet secondaire qui n'était pas prévu au départ, c'est que du coup, ça augmente aussi les rendements. Et c'est plutôt ça qui intéresse les producteurs aujourd'hui. Merci Bruno. Je vois que Angel a posé une question dans le chat pour Djeneba. Angel, est-ce que vous voulez poser votre question directement? Oui, par rapport à la certification, on a vu ailleurs, par ailleurs, que parfois c'est très difficile pour les petits producteurs d'y avoir accès, car soit c'est trop cher, soit ils ne reçoivent pas vraiment un bénéfice pour un produit certifié. Donc, je me demande, par exemple, en Afrique de l'Ouest ou à Burkina, comment ça se passe pour les petits producteurs, les très petits producteurs, hein? Merci pour la question. Je pense que au niveau du Burkina, pour ce qui concerne le coton certifié et biologique et fair trade, on a toute une organisation et c'est l'UNPCV qui chapeaute. Et c'est l'UNPCV qui porte en fait le certificat au nom de l'ensemble des producteurs. Donc, c'est une organisation interne et au niveau de nos coopératives, ils répondent de l'UNPCV et c'est l'UNPCV qui prend tout ce qui est charge liée à la certification. Mais j'avoue que c'est des coûts énormes. Et si on a plusieurs certificats, il y a le Fair Trade qui est là, on a le biologique simple et il y a le GOTS. Et je ne sais pas en euros ça coûte combien, mais en moyenne par certificat, on a autour de 8 millions en francs CFA. Et c'est quand même important pour les petits producteurs. À Djeneba et à Noémie, vous avez dit que vos sols étaient de plus en plus pauvres, Djeneba. Alors pourquoi? Surexploitation, manque d'aération, intrants, pourquoi ils sont de plus en plus pauvres? C'est vrai qu'au niveau du pays, de plus en plus, on analyse beaucoup de postes de sécheresse dû au changement climatique. Et en plus de ça, les producteurs ne faisaient pas forcément la rotation au niveau des cultures. Maintenant, on les encourage à faire plus de la rotation. Donc, c'est entre autres ce qui explique la pauvreté de nos sols. Pendant que vous êtes là, moi j'en ai une. OK. Djeneba, quelle est la part de coton fabriqué dans votre pays ou au Mali qui est utilisé localement pour de l'industrie textile? Au niveau du pays, moins de 5% du coton est transformé localement. Et pour le coton certifié Bio Fair Trade, plus de 97% du coton est exporté. C'est une petite partie qui est transformée localement par des transformateurs qui font la promotion au niveau de l'extérieur. On a une association au niveau du pays qui fait du produit fini, prêt à porter, destiné au marché américain. Et c'est la marque Zumba, c'est une petite marque. Et on a aussi du François Premier qui fait des produits finis qui est vendu même sur le marché français. Voilà. Donc la transformation est vraiment petite, quoi. Juste une illustration pour montrer un petit peu quelle est la répartition de la valeur quand vous achetez un t-shirt, disons, à 15 euros. Quelle est la part de chacune des étapes dans ce prix final? Alors, si on regarde quelle est la valeur finalement de la fibre de coton, qui est à l'origine, le matériau à l'origine de votre produit, c'est 1% de la valeur du t-shirt que vous achetez. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui 15 centimes d'euros. La première étape de transformation, donc l'égrenage, c'est aussi 1%, à peu près du même ordre de grandeur. La filature va représenter à peu près 21% du prix final. La partie tissage, tricotage, disons fabrication de l'étoffe, c'est 7%. La teinture, l'impression, 15%. Et puis, donc, plus de la moitié de la valeur du t-shirt. Ce sont les étapes que j'appelle, moi, les étapes aval, qui sont liées à la conception, confection, emballage, marketing et vente. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'un producteur de coton africain, aujourd'hui, il touche un prix qui est dérisoire par rapport au prix que vous allez acheter votre produit fini à l'autre bout. Ça veut dire aussi que si on augmente
allez, soyons fous, de 50% le prix d'achat du coton d'un producteur en Afrique, vous n'allez quasiment pas le sentir sur le produit fini que vous allez acheter. Alors, évidemment, tout ça, c'est des équilibres entre les différentes intervenants. Hein, c'est pas si simple que ça. Mais c'est pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur de répartition du prix dans le produit que vous achetez dans la mode. Il faut bien penser que derrière, vous avez quelqu'un qui va travailler au champ. Alors, évidemment, quand on est en situation d'un pays développé ou non, le travail n'est pas du tout le même, la pénibilité n'est pas la même non plus. Mais voilà, il faut bien voir qu'il y a beaucoup de choses derrière. Et en premier lieu, donc, tous les producteurs, dont Geneba était une représentante aujourd'hui. Donc, pour être provocateur, je vais être un tout petit peu provocateur. Le t-shirt Shine à 5 €, c'est pas le producteur du coton qui va en bénéficier le moins, en fait, puisqu'il sera acheté à peu près au même prix. C'est tout le reste de la chaîne de valeur qui est comprimé, qui fait qu'à un moment donné, on peut offrir peut-être un t-shirt à ce prix-là. Est-ce que c'est, je ne sais pas la promotion de Shine, hein, je vous rassure, hein, je ne sais pas du tout le schéma dans lequel je suis, mais ça veut dire que des fois, un t-shirt si on devait faire du développement durable au sens propre du terme, c'est-à-dire accompagner à la fois le producteur, à la fois le filateur dans le pays, ou essayer de diminuer des impacts de ressources, on devrait peut-être proposer des t-shirts qui soient dans un prix plus, on va dire, plus généreux à tous les points de vue, pour que, à la fois localement, en Inde, au Pakistan, dans ces pays de production, avec un coût social plus élevé, permettrait d'améliorer, on va dire, le prix et la qualité des produits qu'on consomme. Si on double ou si on triple le salaire d'un ouvrier, le t-shirt prend 20-30 centimes. Donc en fait, c'est juste qu'on ne veut pas le faire. Et c'est une grosse excuse parce que ça ne bougerait pas le consommateur. Alors c'est une grosse excuse des multinationales. Moi, je me pose une question sur le coton, mais je n'ai absolument pas la réponse. Donc si quelqu'un peut m'aider. J'ai appris dernièrement qu'il y avait du coton en Libye qui était ramassé dans des camps d'esclaves, des migrants. C'est ceux qui arrivent ensuite à Lampedusa. Et je ne trouve absolument rien sur ce coton libyen. Et j'aimerais savoir si j'ai du coton libyen dans mon t-shirt sans le savoir parce qu'il y a eu un petit mélange entre deux. Mais je ne sais rien dessus, en fait. Il y a peut-être une explication, c'est que l'un des gros pays consommateurs de coton est l'Égypte. Et l'Égypte est un pays où le recyclage du coton est très fort, du coton blanc notamment. Donc du coup, certainement, la consommation se fait directement avec les Égyptiens. C'est une des explications que je pourrais vous donner à titre purement personnel. J'ai une petite question pour Geneba également, concernant, je suis désolée, je reviens sur la thématique des certifications, parce que vous parlez beaucoup de coton bio fair trade, et de ce que j'ai compris au Burkina, c'est soit du coton conventionnel, soit du coton bio et fair trade, donc commerce équitable. Nous, ça nous intéresse de savoir à quel moment la certification commerce équitable peut entraîner, ou peut supporter, ou peut aider le développement de la culture biologique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que on se rend compte que les deux vont de pair? Est-ce qu'il y en a une qui entraîne l'autre? Et surtout, est-ce que vraiment le commerce équitable peut être un levier d'entraînement pour la culture biologique? Merci à Laurie pour la question. Moi, je pense que au niveau du pays, la certification Fairtrade peut être vraiment un levier parce que payer le prix minimum garanti au niveau de nos producteurs, et c'est quelque chose qui les motive davantage parce qu'on a derrière la prime Fairtrade qui va contribuer au niveau des réalisations au niveau communautaire. Mais la difficulté à notre niveau particulièrement, c'est qu'on a de plus en plus assez de problèmes à trouver des partenaires qui vont nous prendre ce coton-là avec le label Fairtrade. Et c'est ça vraiment la grosse problématique actuellement. Le client de plus en plus vous demande du bio GOTS et pas forcément à tout moment le fair trade. Voilà, en fait, c'est ça vraiment la problématique, c'est de travailler à ce qu'on puisse de plus en plus valoriser le label fair trade. Et la demande pour le moment n'est pas à la hauteur. Et si on prend la production au niveau du Burkina, moins de 30% est vendu en fair trade et le reste passe en bio GOTS.
J'ai une question pour Bruno. On s'aperçoit aujourd'hui que les marques, à force de leur dire que le coton c'était pesticide, que ça consommait énormément d'eau, on a l'impression qu'ils ont amorcé un virage et qu'aujourd'hui ils mélangent de plus en plus leurs propositions. C'est-à-dire que les produits qui, chez certaines marques avant, étaient soit en coton, soit en laine. Aujourd'hui, on s'aperçoit que bing, on a rajouté 30%, 40% de produits issus de la pétrochimie. C'est quasi systématique. Je l'ai remarqué lors d'une étude que j'ai faite sur les étiquettes, toujours. Et donc, je me pose la question par rapport à cette économie circulaire qui nous est présentée comme finalement presque une solution miracle qui permettrait de continuer à consommer, etc. Du coup, je me pose la question de la libération des microparticules plastiques, l'usage, tout à l'heure, vous disiez que le lavage, justement, l'eau que l'on utilisait, finalement, correspondait quasiment à la même hauteur que celle qui consiste à la fabrication. Et donc, du coup, pour moi, c'est un vrai problème. J'ai l'impression que soit il y a une mauvaise interprétation de l'information, de la part des entreprises, c'est-à-dire qu'en fait, on leur dit le coton c'est moche, c'est pesticide, esclavage, etc., etc. Donc ils s'arrêtent, mais du coup ils nous mettent des produits chimiques. Donc quelle serait votre position? Il me semble que la raison principale pour laquelle il y aurait moins de coton et plus de matières synthétiques, c'est le prix. C'est juste le prix. Donc, quand vous comparez le prix d'un kilo de coton et le prix de l'équivalent en matière synthétique, il n'y a pas photo. Quand vous regardez l'évolution de la production mondiale du coton depuis 50, 60 ans, elle n'a cessé d'augmenter. Elle est en perpétuelle augmentation, mais ça n'a rien à voir avec l'augmentation du synthétique qui a explosé pour des raisons de coût, tout simplement. Et tant que le pétrole sera à un niveau de prix plus intéressant, plus attractif, on continuera dans cette logique-là, tout simplement. Ça voudrait dire que le prix de l'engagement, finalement, il bascule sur de la matière encore moins chère. Bon, je ne vous parle pas de la main-d'œuvre, puisque c'est toujours le parent pauvre. Hein. La main-d'œuvre, finalement, c'est la dernière variable d'ajustement. Puisqu'en réalité, l'environnement, tout le monde s'en préoccupe, l'humain un peu moins, et puis de toute façon, la traçabilité n'existe pas. Mais en fait, ce que vous dites est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'en réalité, ce basculement des marques et ce choix pour des produits synthétiques aujourd'hui, il est essentiellement motivé par des raisons matérielles et financières. Le problème qui se pose aussi, c'est quand on mélange des matières entre du coton, par exemple, et du synthétique, comment est-ce qu'on recycle ça? Comment est-ce qu'on les sépare? Alors, il y a des progrès. Hein, alors, je pense que j'ai un spécialiste qui va pouvoir en parler. Il y a des progrès là-dessus, mais c'est un problème technique. Hein. Je pense qu'on est arrivé à la conclusion. En fait, il y avait juste une petite phrase qui avait été, si on peut remettre le slide pour que tout le monde puisse la voir, celle-ci. C'est pour nous permettre de penser un tout petit peu à notre action individuelle et collective, à savoir que chaque dollar dépensé en salaire est un dollar zéro carbone et un zéro impact biodiversité, puisqu'il finance le temps de travail au lieu d'augmenter les quantités produites. Prenons conscience que notre action individuelle est une somme d'actions individuelles pour en faire une action collective qui va permettre à la fois en tant que consommateur de faire progresser les producteurs dans des endroits où il y a, on va dire, de l'entraide à avoir, de la solidarité, du développement économique, mais aussi une conscience écologique et environnementale qui va passer par des actions de maîtrise par les marques, par les acteurs de la filière, par la recherche, par le recyclage, par la valorisation et par l'information des citoyens et des consommateurs pour nous permettre d'avancer tous ensemble. Et merci de votre, on va dire, contribution, à la fois par des résultats de vos rapports, de vos études, de vos travaux, mais aussi par des exemples aussi bien au Mali qu'au Burkina, des exemples de terrain qui permettent de mieux comprendre ce qu'est la problématique. Et la science étant quelque chose qui ne s'arrête jamais, donc du coup on va continuer à chercher et à se développer et à prouver. Voilà. Merci à vous tous.